Bonjour à tous, ou bonsoir, ou salut. Bienvenue dans le Bits épisode numéro 169, l'épisode qui a failli ne pas avoir lieu du tout grâce aux joies des drivers Windows et Nvidia. C'est fantastique. Merci à vous. Merci Bertrand d'être là. Ça a commencé fort puisqu'on a eu des dons et tout ça pendant ce bordel sans nom. Comment vas-tu Bertrand ? Bonsoir à tous. Eh bien ça va, merci. Ça va Si bien. pendant le stream vous entendez hurler, c'est le PC de Cédric qui est en train de rendre l'âme. Maybe. Donc soyez pas surpris. Maybe. Non, mais il y a j'ai plein de soucis là. Je comprends pas pourquoi. Mais bref, sur ce, je te propose tout de suite qu'on démarre notre rubrique radar parce qu'on a quand même quelques actualités. Et ouais. Bon, ouais, elle est très sombre ma cam. Je vois ça. Elle est très sombre, mais là, je pense que c'est le réglage. Enfin, tout a sauté, donc voilà. Pas ce soir. Et ouais, je pense que là, je vais toucher à rien du tout. On touche plus à rien ce soir. Voilà, je touche plus à rien. On va dire que c'est bon. Hein, ça ira. Maintenant, c'est officiel. Cédric a basculé du côté obscur. Exactement. Je vais mettre ma capuche. Dark de Lucas, exactement. Bon, justement, on va parler de gens qui ont basculé du côté obscur. On va parler de Aukey. Et Aukey, c'est pas Aukey. Non. Donc, la marque Aukey que vous connaissez peut-être, qui font tout un tas d'accessoires. Alors moi, j'ai pas mal de choses. J'ai eu des batteries externes. J'ai eu plein d'appareils de chez eux, des câbles. Enfin voilà, ils font tout un tas de devices, des claviers. Des souris. J'estimais bien, en tout cas, Aukey. Enfin, ils sont pas morts. Hein. Non, ils sont pas morts. Mais en fait, ils ont été bans de Amazon pour faux avis positifs. Voilà. Alors des faux avis positifs, il y en a des milliers en fait sur Internet et sur Amazon en particulier. Bon, comment faisait la marque Aukey ? C'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y a des produits que j'ai achetés. Entre autres de chez Ugreen et tout ça, hein, qui en gros sont les concurrents de Aukey, qui faisaient la même chose. En gros, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Vous recevez le produit, il y a une petite carte qui est glissée avec, qui vous dit « Oh, merci de l'avoir acheté, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis objectif, avec 5 étoiles en dessous, hein, et un commentaire qui dit « Oh, j'adore mon produit, machin et tout ». C'est un exemple de commentaire, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, mais et qui disait une fois que vous l'avez fait, envoyez-nous un lien vers votre commentaire par mail et en retour, on vous filera pour vous remercier d'avoir laissé un avis, on vous donnera un bon d'achat sur Amazon. Vous voyez ? Est-ce qu'il le faisait vraiment pour le coup ? Oui, il le faisait vraiment. Et pour tout te dire, les bons d'achat allaient quand même jusqu'à 100 €. Wow. Quand tu commandais un gros truc chez eux, ils pouvaient t'offrir jusqu'à 100 € en gros de cashback pour avoir laissé un avis positif. Bon, c'est incitatif en tout cas. C'est incitatif. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que les avis qui comptent le plus... Salut Aftereye. Les avis qui comptent le plus sur Amazon, ce sont les avis avec achat vérifié. Ça montre que tu as vraiment acheté le produit. Et du coup, ces avis-là comptent énormément pour les gens qui fabriquent les différents appareils ou qui les vendent en tout cas. Et donc, le principe, c'est on vous envoie un petit bon d'achat et tout ça. Alors, il y a des caractéristiques pour repérer les commentaires un peu frauduleux. Déjà, si vous avez un commentaire qui comprend limite un test produit, architecturé en chapitres, les plus, les moins, pourquoi je l'ai acheté, avec une vidéo, des photos du produit sous tous les angles et tout ça, alors vous dites waouh, cet avis est trop bien. En fait, le mec il a fait un test carrément sur Amazon. Dites-vous qu'il y a de fortes chances que cet avis soit acheté. Voilà. Accessoirement, il y a une petite app qui existe qui s'appelle Review Meta, je sais pas si tu la connais. Alors moi, je n'utilisais pas l'app, mais j'utilise l'extension du navigateur web. Et en gros, l'idée, c'est que tu mets le lien. Alors là, tu vois par exemple les petits écouteurs de la marque Aukey, en USB-C, charge rapide, tout ça. Tu vois 849 avis, 4,3, et tu vois qu'il y a 67% des reviews qui n'ont pas l'air normal. Ah oui. Voilà, et donc du coup, ils te recalculent la note en ne comptant pas ces 67%. Pas très éloigné quand même. Bon, la note est à 4 et il n'y a plus que 283 avis, tu vois, voilà. C'est Review Meta, ça s'appelle, donc vous pouvez y aller. Et c'est dommage qu'ils fassent ça, parce qu'honnêtement, les produits sont bons. Et donc là, tu te dis quand même, c'est complètement con de faire ça. En fait, c'est des vieilles pratiques
qu'ils ont gardé d'une époque où ils n'étaient pas très connus et comme ça leur permettait d'être connus. Mais en fait, la guerre fait rage entre les Ugreen, Oki, Anker aussi. Ces 3 marques en particulier font quasiment les mêmes produits. C'est vrai. Voilà, C'est presque de quasiment la au même marque prix. blanche. Ouais, quasiment au même prix. Et donc, ils se livrent une rude bataille sur les avis pour pouvoir passer devant les petits concurrents. Donc, voilà. Ouais, ok, c'est pas mal. C'est ça. Comme le truc, les gens qui ont acheté ce produit ont aussi consulté ça. Ouais, ouais. C'est peut-être de vieux avis ou une forte concurrence. Je pense qu'il y a une histoire de grosse concurrence et ils veulent absolument que leur produit ait le plus de commentaires possible. Donc, Et c'est vrai que ça voilà. joue, hein. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai retardé un achat ou différé ou reporté un achat sur un autre produit parce qu'il y avait des avis négatifs, hein. Donc, moi, je Eh le oui. prends vraiment en compte. Ah oui, bien sûr. Et j'en ai déjà sélectionné parce qu'ils avaient plus d'avis positifs. Yes. Donc voilà, du coup, petit mécanisme de tricherie, hein. Il y a un site qui s'appelle Safety Detectives qui justement fait cette chasse aux faux avis sur Amazon. Bon, news suivante, tu viens nous parler de iOS et de l'ATT. Oui, une petite news rapide, hein. En fait, c'était juste pour vous dire, mais où est-ce qu'on en est? Tiens, c'est vrai ça, de cette Et ouais, de la maintenant nouvelle qu'on l'a version installé. d'iOS. Il y a un petit bug Elle a d'ailleurs. été installée. Oui, bah, ils ont fait une nouvelle version là, juste derrière. C'était un problème de sécurité qu'ils avaient. Je Oui. sais pas si c'est ça dont tu parles. Non, 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 il y a un problème en fait sur le suivi du tracking, hein, qui va être mis à jour parce que chez certains, la fonctionnalité est grisée, ils peuvent pas l'activer ou le désactiver. Ah oui, oui, effectivement, j'avais entendu parler de ça. Donc depuis le lancement, donc effectivement, c'est l'ATT, comme disait Cédric, l'App Tracking Transparency. Et donc donc là, vous avez l'exemple qui apparaît à l'écran. Et donc la question, c'est est-ce que les gens ont accepté d'être traqués? Eh oui. Et la réponse est eh bien, oui, mais à hauteur de 13%. C'est ça. Alors, Donc, il faut compter c'est dessus. hyper bas. Il faut aussi compter dessus ceux qui n'ont pas le, qu'on s'appelle la possibilité de l'activer. Je ne sais Oui, pas ce que ça représente effectivement, ça doit jouer. Je ne sais pas ce que ça représente en termes de volume. Et donc, dans les utilisateurs dans le monde, c'est 13% qui l'ont accepté. Et au niveau de l'Amérique, c'est des États-Unis, c'est 11%. Donc, c'est encore plus bas au niveau des États-Unis. Ouais, alors il faut savoir un truc, c'est que moi, par défaut, le tracking publicitaire était désactivé. J'ai dû aller le chercher pour le désactiver, tu vois. Donc, effectivement, c'est une façon de pas contrarier les différents acteurs du marché qui utilisent ce système-là, mais je pense qu'ils auraient dû l'activer par défaut et faire l'inverse si tu le veux. L'app te le demande et là tu le désactives, tu vois. Enfin bon. Après, dans le mode de fonctionnement, peut-être que certains se posent la question de ce que c'est que ce suivi Ouais, c'est ça, et qu'ils publicitaire. comprennent pas. Donc juste pour comprendre aussi, et puis pour vous qui regardez, à chaque fois que vous utilisez une application, il traque ce que vous faites dans l'appli. Donc là, le fait de dire non ne va pas faire qu'ils vont pas traquer ce que vous allez faire. Ils vont continuer à traquer, par exemple, vous utilisez Facebook, ils vont continuer à traquer via l'application tout ce que vous faites sur Facebook. Mais là où avant, Facebook, en dehors de son application, avait la possibilité de voir tout ce que vous faisiez sur les autres applications et sites que Facebook, et bien là, ils ne pourront plus le voir. Et c'est ça qui est aujourd'hui le sujet. Et pour Facebook et pas mal de sociétés, en fait, c'est devenu un vrai business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous traque sur tous les sites, on sait qui vous êtes et on vend des profils. Pas uniquement sur un site ou une application, mais sur un ensemble de sites et donc des profils hyper précis, hyper ciblés. Et ça, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle depuis des années maintenant, façon de cibler et de proposer du contenu publicitaire. La pub qui vaut cher. C'est ça, et très cher parce qu'effectivement, on vient vraiment sélectionner des profils très précis. Ne meurs pas. Ouais, voilà. C'est le Covid aussi. Je veux dire, à un moment, c'est toujours la période. C'est pas le cas, mais bon, petite traquette. Donc pour le coup, ça c'est un des points forts. C'est là-dessus où effectivement ils ont du mal aujourd'hui à convaincre. D'autant plus que est-ce que vous voulez être traqué sur tous les sites, sur tout ce que vous faites pour avoir du contenu ciblé gratuitement, ou est-ce que vous voulez pas? Non, par défaut, j'ai pas envie de me faire traquer sur tous les sites. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que on te donne aucun enjeu. Donc, Facebook l'a bien compris et vous dit attention, si vous refusez le tracking publicitaire, Facebook va devenir payant. Alors, je dirais chiche. Bah ouais.
parce que là, Ah, franchement, vas-y, on tente. voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir la manœuvre. Donc ensuite, ils ont dit, attention, ça va tuer le petit commerce aussi, si vous Ouais, c'est faites ça. ça, puisque c'est la publicité. Enfin bon, voilà, tous les prétextes sont bons pour essayer de vous vendre ça. Après, ben, c'est aussi le retour à l'ancienne façon de faire de la publicité. Est-ce qu'elle était mauvaise? C'est de dire, ben tiens, il y a tel site qui est spécialisé sur tel contenu avec telle catégorie de personnes qui viennent dessus, et je vais mettre ma publicité sur ce site-là, et non pas acheter tel profil ou masse de profils à qui je vais envoyer une publicité ciblée. Donc on sait très bien faire de la publicité sans ça, on savait le faire avant, et donc c'est un secteur qui va devoir se réinventer. Parce que là, effectivement, Ah, que sur on iOS a pour le moment. clairement. Ah oui, oui, mais iOS est tellement gros au niveau des portables. Alors, c'est pas la Aux majorité du États-Unis, hein. parc. Aux États-Unis, oui, ils sont 1 Oui, sur 2, mais pas chez mais nous, hein. c'est pas la majorité du parc. Par contre, c'est la part du parc qui a le plus de moyens, et donc Mm. de revenus et de capacité d'achat. Donc, ça fait partie des cibles ultra prioritaires. Donc, si tu enlèves du jour au lendemain les cibles ultra prioritaires, bah, tu fais quand même très très mal à ton écosystème, même si ça représente pas la majeure partie des personnes équipées d'un device Apple. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, Ok, petit point rapide, mais c'est pour vous dire que là, le monde de la publicité bah, va devoir évoluer très rapidement parce que c'est ça. on a clairement Apple qui leur a coupé l'herbe sous les pieds. Il les a bien prévenus avant, mais ils l'ont fait. C'est ça. Mais pour se rabattre sur une nouvelle source de, de récupération de données, ils peuvent compter sur Harmony OS, l'OS de C'est bon, Huawei. Vive la Chine. c'est bon. Là, en termes d'app tracking, je pense qu'on est bien. Donc, voici à quoi ça ressemble. Honnêtement, toute ressemblance avec iOS serait fortuite. Je vois pas de quoi tu Même parles. l'icône des réglages ressemble comme de gouttes d'eau. L'app Gallery, je t'en parle même pas. Enfin, le wallet, c'est la même app, ils ont juste changé les couleurs. Écoute, il essaye de gagner un peu de Ouais, temps. je suis- Et c'est quoi cette application Chanel en bas? Ah non, c'est Ah Huawei, non, pardon. c'est Huawei. Non. Non, non. Et tu vois le widget en haut. Ah, mais ça ressemble un peu, mais bon, enfin, ne paniquez pas. Harmony OS, vous l'aurez pas que sur les Huawei, puisqu'en fait, il y a un leaker qui a expliqué que Harmony OS intéressait aussi d'autres constructeurs chinois. Color Swap Inside, c'est ça. En fait, Harmony OS, vous l'aurez aussi sans doute sur des Xiaomi, des Oppo, enfin tous les constructeurs chinois. Pourquoi? Parce que, eh bien, certains soutiennent Huawei comment ça s'appelle, dans sa guerre contre les États-Unis, et en particulier le fait de ne pas pouvoir utiliser les services américains, Play Store, tout ça, machin, les services de Google qui sont des services américains, pour éviter de retomber sur un ban à nouveau. L'idée de sortir son propre OS, eh ben, c'était en gros, Trump les a poussés à faire ça, quoi. Les a Oui, poussés oui, à tout créer à un fait. troisième OS. Alors, pas de panique. En fait, c'est un fork d'Android. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas trop fait chier. Ils ont modifié toutes les mentions Android. Ils ont mis Harmony OS. Ils sont partis de AOSP, donc la version open source. Et ils ont fait un fork. C'est la version d'Android 10, en fait, qui a été fork. Donc, vous n'avez pas les raffinements d'Android 11 et encore moins ceux d'Android 12 pour le moment, mais ils feront sans doute des mises à jour. Donc voilà, c'est un Android 10 forké en Harmony OS qui sera disponible. C'est Android avec une surcouche iOS. C'est un peu ça, règle. Ça résume bien. C'est un peu ça. Après, on en rigole aujourd'hui, hein, mais dans 5 ans, si ça se trouve, Ouais, si ça se trouve, ce fork-là va exploser. extrêmement Mais utilisé. en fait, Nouveau est déjà basé sur la version d'il y a 2 ans. Ouais, je sais, c'est Kitai. Mais il faut pas oublier qu'il y a un autre constructeur qui avait fait ça, qui s'appelait Amazon, avec Fire OS, qui est un fork en Oui. fait d'Android. Ah oui, mais c'est un fork d'Android, vraiment. Ouais, tout à Alors fait. le Fire Phone est mort, mais les tablettes Fire sont un fork d'Android. Donc pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Oui. Et quand on voit la place qu'avait réussi à prendre Huawei en quelques années, ça serait bien mal, en tout cas, pensé que de se dire aucune chance et le truc, ça va bider, quoi. Oui, c'est ça. Ils ont quand même une force, ils ont des téléphones portables qui sont extraordinaires, surtout sur la partie photo, hein, ils sont hallucinants, ils étaient clairement devant. Non, en termes de hardware, Donc, ils sont monstrueux, donc du coup, il y a de ils fortes ont chances vraiment les que... moyens de revenir, hein, C'est ça. s'ils arrivent à Et se vu que c'est un fork mettre, d'Android, bah oui, installer c'est ça. les Google Play Services, c'est pas le truc le plus complexe de la Terre, tu vois ce que je veux dire. On l'a fait sur des ROM alternatives, je pense que sur un OS comme celui-ci, ça Bien doit être sûr. faisable. Il faut voir aussi un truc, c'est que c'est Ars Technica pardon, qui a testé
Harmony OS, et qui a remarqué que tous les écrans de paramétrage, les settings et tout ça, ressemblaient à s'y méprendre à Android. Donc voilà, c'est un petit peu Pure la même chose. coïncidence. Ouais. Donc il y a la compatibilité des applis parce que c'est du Android et tout. Donc bref. Tiens, tu vas nous parler, toi, de. Ben, on parlait de chinois, de débris chinois dans le chat. Hein. C'est moche. De là, il n'y a qu'un pas pour aller dans l'espace. Et tu vas nous parler d'Internet, justement, mais pas parler chinois. Non, effectivement, mais il n'y a pas longtemps, on a parlé avec une fusée chinoise qui a eu un petit souci dans l'atmosphère en termes de débris. Donc ça y est, on a l'offre Internet de Starlink qui s'ouvre en France et on a les tarifs. Donc je voulais vous en parler un tout petit peu. Donc Starlink, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le système qui a été sorti donc, par Elon Musk, hein, avec l'envoi de satellites en basse altitude, avec une constellation vraiment très maillée. Et pas cher. Qui permet comme ça de pouvoir avoir Internet sur toutes les zones du globe, alors pratiquement toutes, hein, et son but c'est d'arriver à la fin de l'année avec à couvrir tout le globe, et donc de proposer Internet. Et donc vous allez me dire, mais Internet on propose déjà, donc il y a Nordnet par exemple qui propose, oui mais là on est en basse altitude, donc on va avoir une latence qui va être comprise entre 30 et 60 millisecondes, et là on commence à être super intéressant. 30 millisecondes pour faire du gaming, ça passe. Donc du cloud gaming, enfin voilà, on peut s'en sortir. Et des débits compris entre 50 et 150 mégabits par seconde en réception. Et donc si vous regardez, c'est quand même pas dégueu. Et ce n'est qu'un début, puisqu'il parle d'une version bêta pour l'instant, et il vise d'atteindre les 1 gigabit. Autrement dit, d'avoir un débit qui est celui de la fibre optique, hein, tout simplement, partout sur la planète, où que vous soyez. Pas mal. Donc, à terme, hein, bien sûr. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, pour cela, comment est-ce que ça marche? Ben, il faut acheter quand même un petit kit de démarrage avec la parabole, le modem, le routeur. Donc, c'est 499 €. Pas pour rien. Voilà. Et ensuite, c'est 99 € par mois. Donc, nous, on est en France et sur ça, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire que chez nous, et notamment grâce à Free, hein, faut pas se leurrer, ils ont cassé les prix. Et on a un forfait Internet qui coûte pas cher en France. Donc vous en avez même entre 15 et 30 €, 45 €, vous avez votre forfait Internet. 99 €, vous êtes là, mais c'est hyper cher, 99 €. Qui c'est qui va mettre 99 € dans un forfait Internet? Bah, tous les autres pays du monde, hein, à peu près. C'est ça. Voilà. Vous allez en Belgique, aux États-Unis, n'importe où, c'est facilement 100, 150 € pour avoir Internet. Donc en France, c'est vrai que le prix est surprenant. Dans les autres pays du monde, c'est un prix tout à fait classique. Ouais. Donc vraiment intéressant. On parle de débit illimité, je pense quand même qu'il y a un petit Férus au bout d'un moment, mais en tout cas, il parle de débit illimité. Et là, effectivement, ce qu'on se dit, c'est que partout dans le globe, on pourra avoir Internet en très haut débit, et y compris sur des endroits où vous n'avez pas d'accès. Donc, par exemple, vous êtes, je sais pas, une plateforme pétrolière perdue au milieu de l'océan avec aucun réseau ou quoi que ce soit, Starlink est là et vous pouvez vous connecter. Mais peut-être même qu'à terme, on va avoir sa petite parabole de voyage. Oui, c'est ça. Vous partez n'importe où faire du camping en haut d'un mont où il n'y a même pas la couverture téléphonique, et vous avez accès à votre Internet et vous pouvez jouer à WoW online. Exactement. Ce qui est primordial quand tu fais du camping. C'est hyper important. Honnêtement, voilà. hyper important. Donc, peut-être une belle révolution qui arrive, et puis des zones qui sont pour les zones blanches, c'est désertiques. Voilà, pour les zones blanches, vraiment une solution possible, différente de Nordnet, encore une fois, parce qu'il y a d'autres offres qui sont moins chères et qui sont concurrentes, mais qui ne proposent pas du tout la même latence et des débits limités en termes de nombre de mégas à consommer par mois. Donc les offres ne sont pas les mêmes, mais intéressant pour le coup à suivre sur Starlink. Yes. Bon, on va parler d'autre chose. Là, j'ai pas de transition, donc YOLO. Allez, tant pis pour la transition. Yes, on va parler du ROG Zephyrus S17, comme 17 pouces. Hein. Bon, les Zephyrus G, vous les connaissez sans doute chez Asus. C'est la gamme AMD. Les Zephyrus S, c'est la gamme Intel. Aucune idée. Intel, c'est très bien. S comme Intel. Je veux dire, G quand AMD, S comme Intel. À un moment. J'aurais dû y penser, je sais pas pourquoi. Bon, Intel a annoncé ses nouveaux Tiger Lake H, hein, donc de 11e génération.
Ils avaient sorti un PC portable chelou chez Asus ROG, le Zephyrus Duo. Je sais pas si tu te souviens, moi j'ai un étudiant qui en a avec un. les 2 écrans là, Ouais, voilà, c'est avec ça? un écran qui est t'as le clavier et au-dessus du clavier t'as un écran en fait qui est légèrement Ouais. relevé. Bon, voilà. Mais j'aime bien quand ils font des concepts un peu comme ça pour essayer de trouver Et un ben peu ils ont d'autres fait un form peu un mix factors. des deux, c'est-à-dire qu'à la place de Ah, l'écran, ils ont mis le clavier qui se relève. je crois que c'était un Oui, deuxième oui, clavier. oui. Et ben pas du tout. Et il s'enlève pas. Hein. C'est-à-dire que juste il se relève. Ah ouais. Quand tu le fermes, il y a un mécanisme qui ferme le clavier. Quand tu le relèves, eh ben il se relève. Alors tu vas me dire pourquoi. D'accord. Pourquoi dans le Alors t'as un test méga trackpad. Ouais. Mais ça, à la limite, ça ressemble à un form factor d'un ordi classique. Alors pourquoi est-ce qu'il se relève? Non pas pour caser des LED RGB d'une puissance incroyable, pas du tout. En fait, il se relève pour la ventilation. Ah Si tu d'accord. regardes, en fait, je crois que c'est sur cette image, ouais, on Ouais, là on devine voit un bien petit le peu un V, ouais. ventilo en dessous. C'est vraiment fait pour le refroidissement. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un tel refroidissement, Maryse? Eh bien, tout Parce qu'il va y avoir simplement. un monstre de carte graphique, Bon, déjà, il a forcément. un processeur qui est costaud. Le Tiger Lake H, c'est 90 watts de TDP, donc ça envoie. Surtout, en fait, il peut être équipé d'une RTX 3060, 3070 ou 3080 jusqu'à Ah 140 mais watts voilà. de TGP. Et alors là, on est sur. Alors, c'est pas la perf brute du bureau, parce qu'une 360, par exemple, c'est 220 watts, je crois. Mais il va jusqu'à 140, ce qui veut dire qu'elle tourne correctement, en fait. Parce qu'il y a une Titan Pascal dedans. Non, on va pas jusque-là. Il dispose d'un écran 17 pouces UHD en 120 Hz ou un QHD en 165 Hz. Donc tu peux choisir Ah oui. le type d'écran dessus. 8 ou 16 Go. C'est du H sur le H sur laptop, c'est pas mal. En général, c'est du. Non, mais tout à fait. Normalement, c'est des processeurs en les Lake U, par exemple. Lake U. Ok, c'est bizarre comme truc, mais le Tiger Lake U, qui justement sont des processeurs qui sont vraiment faits pour le mobile, donc ils tournent à des fréquences basses, etc. Là, on est sur du matos qui est presque desktop grade, tu vois. On est Ouais, c'est ça, hein, tu presque sur ça. commences à te rapprocher en tout On cas. commence à s'en approcher. Les cartes graphiques sont quand même underclock pour toutes, pour pas dépasser les 145 watts, sinon tu fais fondre la batterie sur place, je pense. 8 à 16 Go de RAM, c'est de la DDR4 en 3200 MHz. Hein. On peut aller jusqu'à 48 Go installables. Toujours plus. Et il a une particularité, c'est qu'à l'intérieur, vous avez 3 SSD. Pas 1, pas 2. 3 SSD en PCIe 4 et de 1 ou 2 Tera. Et on peut faire un RAID 0. L'objectif, en fait, c'est Ah bien ça. d'atteindre des débits avec les 3 SSD de 10,5 gigaoctets secondes. C'est ça, en fait, c'est complètement pété, mais c'est vraiment le truc fait pour la perf. Enfin voilà. Accessoirement, il y a 6 haut-parleurs dans le châssis Dolby Atmos. Toujours plus. Du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, une batterie de 90 Wh. Alors pas kilowattheure, sinon ça c'est une Tesla, mais 90 Wh. Voilà, un chargeur de base qui est un chargeur en 280 watts. Hein. C'est costaud, En mais fait, en ils ont fait, pris tout ce qu'on pouvait mettre, et ils ont tout coché, ils ont tout mis dedans, ouais, quoi. c'est ça. Mais C'est 280 vraiment watts, fou. si vous jouez avec une 380 dedans à 140 watts de TDP, le Tiger Lake qui tourne à donf à 90, ça fait 230. Il vous reste à peu près 50 watts pour le RGB et le disque dur, quoi. Mais il ne charge pas. C'est-à-dire que vous jouez à Cyberpunk, tout à donf, machin et tout, et il ne charge pas, hein, mais au moins il tourne. Voilà. Il peut charger en USB-C, mais là vous êtes limité à 100 watts. Donc autant vous dire, si vous lancez un jeu, vous videz la batterie alors qu'il n'a pas le temps de se recharger. Parce que rien que la carte graphique en 140 watts, elle vous défonce Bah oui. le chargement. Donc 3 Ça maintient SSD. un petit peu quelques minutes de plus, quoi. C'est ça. Donc c'est assez ouf. Honnêtement, si vous voulez, vous hésitez entre un PC portable et un PC gamer, n'hésitez plus. Vous avez le ROG Zephyrus S17. Et est-ce que tu as le prix de cette Eh bien non. merveille? Pour le moment, en fait, le prix en France et la disponibilité même en France n'est pas encore annoncée. Mais c'est l'une des plus grosses configs du marché. Il fait quand même 2,6 kg. Hein. Donc c'est pas un petit bébé. C'est dommage. Il y avait Ghost qui avait déjà pris sa carte, il avait à la main, il était prêt à l'acheter. Il était prêt, mais là, non. 17,3 pouces, donc voilà, ça reste une belle grosse machine. Hop, je cliquais, mais je décliquais en même temps. Une belle grosse machine. Pour une fois, c'est un PC gamer qui reste assez sobre, tu vois. T'as quand même le RGB, mais il a un look sobre, un peu comme les Légions et tout ça, en fait, chez HP.
Donc plutôt propre, hein, fatalement. Ouais, c'est un transportable plutôt qu'un portable. Ah On est oui, un peu clairement. sur l'idée. Tu vas nous parler maintenant de pipeline, toi, un truc qui n'a rien à voir. Oui, mais alors rien du tout. Par contre, je trouve ça super intéressant. Alors c'est dramatique, mais c'est super intéressant. T'as vu le titre rentre, tout est Pile, hein. étudié, hein. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, Voilà. la version précédente était 4 000 € d'Hydraxas, mais je pense qu'on va être dans ces eaux-là, hein. Surtout pour la Oh oui, 380 facile. avec tout à fond, quoi. Et après, les Donc, Macs, c'est de quoi est-ce cher. Et après, les Macs, c'est cher, ouais. Oui, mais bon, t'as un pot de Bah, choses il n'y a dedans, pas quoi. de Donc, M1 il dans faut ton faire truc, gaffe. là, hein. Non, Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je sais pas si vous avez déjà vu le film, je crois que c'est le Die Hard 4 avec l'effacement et Oui. les guerres, les cyberguerres en tout cas, mais pour moi là ça y est, on est totalement dedans. Et avec le plus grand opérateur donc d'oléoduc pour produits raffinés aux États-Unis, qui est le groupe donc Colonial Pipeline, qui a été frappé par un ransomware. Alors bon, ben ok, très bien, ransomware, leurs données sont chiffrées, ils peuvent plus y avoir accès, c'est embêtant. Oui, mais attention, cet incident, qu'est-ce qui a eu pour conséquence de suspendre le fonctionnement d'un oléoduc qui fait 1800 km et qui est celui qui permet d'approvisionner 45% des besoins de la côte est des États-Unis. Tout Je va sais pas, bien. alors, on ne parle pas là de l'ouest de la France, quoi. C'est juste énorme la capacité et le débit qu'il y a pour pouvoir faire ça. Une Et paille. ils ont décrété quasiment l'état d'urgence en fait aux États-Unis parce que ça veut dire qu'ils vont se retrouver en rupture de stock au niveau des stocks de pétrole, hein, tout simplement, hein, sur la côte est. C'est un coup d'Elon Musk, Donc, ça. Pour vendre des Tesla. oui, c'est ça, exactement. Ouais, qui sait. Donc c'est là où vraiment on voit le point, c'est que là on est sur une attaque, une cyberattaque, un ransomware classique. Vraiment tout ce qu'on entend maintenant, malheureusement, surtout depuis le télétravail, la crise sanitaire, un peu à longueur de semaine. Sauf que là, on est limite dans ce que va être les guerres de demain, Mm. en fait. Alors, je ne sais pas qui a fait ça, hein, évidemment, je pense que je le saurai jamais moi. Mais en tout cas, imaginez qu'un État décide de couper en fait totalement l'approvisionnement d'essence, et donc là où 45% de l'approvisionnement d'essence d'un territoire immense, et juste par une cyberattaque, mais la puissance de ce type d'attaque-là, c'est démesuré. Mm. Pour pouvoir faire ça avec des hommes, avec une attaque militaire ou autre, ça demanderait des moyens gigantesques en fait pour arriver à faire ça. Donc là, on est vraiment dans une autre dimension. Ça y est, on est passé dans la guerre, avec tout ce qu'on peut trouver dedans au niveau de la cybercriminalité, les rapports de pouvoir potentiels entre les États. Je ne dis pas, attention, que c'est un État qui l'a fait, mais je dis que si c'est juste un groupe de hackers qui fait ça, un État peut le faire sans aucun souci. Mhm. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la dimension de la cyberguerre et qu'on peut bloquer comme ça via le fait de cibler des entreprises bien particulières, des réseaux bien particuliers, et bien pouvoir priver de 45% de l'approvisionnement de pétrole toute une partie d'un pays, et aussi grand que les États-Unis en termes de taille, de Ah oui, mais superficie, tu peux imaginer la même chose avec et aussi l'électricité, avancer. etc., hein. Mais oui, tout à fait. En fait, là, vraiment, on se dit, ben, s'ils arrivent à faire ça, ils arriveront à le faire à leur reste. Souvenez-vous, il y a quelques temps de ça, il y avait un hacker qui avait réussi à augmenter la teneur en soude caustique de l'eau potable d'une ville, alors qui était Oldsmar en Floride, Ah oui, c'est en Floride, ouais. en s'introduisant dans le circuit d'approvisionnement. Et par chance, mais vraiment par chance, hein, un technicien l'avait détecté et avait immédiatement réduit la teneur. Mais Oui, c'est ça veut ça. dire que là encore, il y a la possibilité. Enfin, Tuer des gens. donc là, mais tu peux carrément tuer des gens à distance juste en étant juste sur un clavier et sans bien sûr avoir la moindre armée ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais pas rentrer dans le détail de l'attaque parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Ils sont dessus, ils ont décrété un état d'urgence pour arriver à trouver d'autres moyens pour pouvoir gérer l'approvisionnement. Le ransomware, ce qu'on a découvert, c'est qu'avant de chiffrer les données, ils ont volé des données. Maintenant, ils demandent une rançon. On n'a pas le montant, sûrement des millions de dollars, voire plus, pour arriver à débloquer tout le système. Ils ont dû couper tous les accès parce que justement, ils étaient victimes de l'attaque. C'est ça aussi qui fait que derrière, on se retrouve à bloquer les oléoducs. Donc, c'est tout un enchaînement en fait de circonstances qui se sont produites et qui produisent cette conséquence-là et qui fait véritablement pour moi, et c'était ça que je voulais partager avec vous, réfléchir sur
Mais ça y est, là, on est vraiment dans les films, les scénarios catastrophes qu'on voyait. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Die Hard 4, Ouais, mais tu sais, quand qui est tu un vois que film t'as que des j'aime bien. hôpitaux qui sont bloqués et tout ça, on était déjà dedans, quoi. Ah, totalement. Et là, on voit des ressources qu'on appelle des ressources stratégiques, en fait. Donc, je dis pas que Zopedos, c'est pas stratégique, mais en cas de guerre ou autre, ce sont des ressources stratégiques. Le pétrole est une ressource stratégique Ouais, clairement. pour armer ou autre, pour faire des Ah ben transports si de les véhicules défense. roulent plus, Ben, c'est ça. Maintenant, est-ce un coup de Tesla? On ne sait pas, mais en tout bien cas, sûr que non. Apparemment, c'est un groupe de hackers russes, mais voilà. ouais. On n'accusera personne, évidemment. Après, On adore la Russie. Vladimir, si tu nous écoutes, hein, voilà. la vodka est super bonne. Voilà. Merci à toi. J'ai pas d'éléments. Donc, C'est ça. pour l'instant, mais en tout cas, Tu mènes ça l'enquête. montre, quel que soit, que ça soit un État ou si c'est un groupe, à la rigueur, je préférerais que ça soit un État qui l'ait fait, parce que ça montre qu'il faudrait les moyens d'un État pour pouvoir le faire. Ça serait presque rassurant. Si c'est juste un groupe qui a fait ça, qui n'a pas les moyens d'un État, c'est encore plus inquiétant. Ah bah c'est flippant, ouais. Le ransomware n'est pas russe, il est vendu, ouais. Bon, moi je vais reparler encore de RTX. Parce que ça marche pas chez moi, donc du coup j'en profite pour en parler. C'est vrai que c'était Non, le mais soir surtout que pour en c'était les parler. grosses annonces. C'est les grosses annonces en fait du moment, hein, puisque Nvidia a annoncé donc les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti. Donc là, c'est l'entrée de gamme. L'idée en fait de ces refs-là, c'est qu'elles sont beaucoup plus accessibles. Alors pour le moment, ne cherchez pas une 3050 ou une 3050 Ti pour bureau, puisque dans un premier temps, elles sont prévues que pour les ordinateurs portables. Peut-être qu'après, elles Ah, bien. sortiront sur autre chose, mais pour le moment, elles sont dédiées, ce sont des puces dédiées aux ordinateurs portables. Alors les 50, non, c'est pas de l'Adobe, et tu vas comprendre pourquoi. Donc on a toutes les séries, on en parlait tout à l'heure, des 360, 370 et en fait 3060, 3070, 3080, 3090. La 3050 en fait, qu'est-ce que c'est? C'est on prend l'architecture de ces cartes-là, sauf qu'on en réduit évidemment la puissance. Alors, c'est pas incroyable, mais l'optique de cette gamme-là de produits, c'est de pouvoir sortir des ordinateurs portables à partir de 800 euros. C'est-à-dire que pour 800 euros, tu as un processeur RTX. Alors vous allez me dire, ouais, ok, mais par rapport à une GTX 1650 Ti ou ce genre de truc qu'on trouve dans des ordis de ce prix-là, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ben, la réponse est oui. Elle apporte deux choses. La première, ben là vous le voyez, le nombre d'images secondes, par exemple pour Watch Dogs Legion, pour Minecraft, pour Outrider, pour Call of Duty Warzone, avec C'est une pas rien. GTX 1650 Ti, avec une RTX en gris 3050 Ti, et avec la même et le DLSS. Parce qu'en fait, l'idée de ces cartes RTX, c'est qu'elles rajoutent en fait ce scaling, cet upscaling en gros via l'intelligence artificielle. En gros, elle fait le calcul des graphismes par exemple en 720p, elle te le restitue en 1080, mais via l'intelligence artificielle. C'est loin d'être dégueu. Et surtout, ça permet quoi? Si vous regardez, le fait d'utiliser la 3050 Ti avec DLSS, on fait tourner le jeu à plus de 60 FPS. Alors, qu'est-ce que ça veut C'est dire 0 impressionnant. FPS? Ça veut dire que c'est pas 0 FPS. Hein. C'est pour le faire tourner en 1080p. Avec le jeu en médium, etc. En fait, le jeu ne tourne pas correctement. Tu vois, Minecraft avec RTX, fatalement. En fait, les trois derniers vont pas fonctionner parce qu'en fait, ce sont que des jeux avec RTX. C'est avec le RTX activé. Hein. Donc fatalement, le Control, Watch Dogs Legion et Minecraft with RTX, c'est que du RTX. Donc la GTX 1650 Ti, elle peut pas les faire tourner parce qu'il n'y a pas de RTX. Alors après, tu peux jouer à Watch D'accord. Dogs Legion sans RTX ou à Minecraft sans RTX, ils tourneront. Mais c'est pour te montrer vraiment dans ces conditions-là. Alors Nvidia, c'est les kings un peu comme Intel, hein, des benchmarks tout pétés du cul et des comparatifs qui veulent rien dire. Ouais, la comparaison est biaisée, tout à fait, c'est qu'ils aillent. Mais voilà, mais c'est pour te montrer qu'en gros, comme il y a le RTX, en fait, c'est plutôt pour, avec le RTX et le RTX avec DLSS, il y a une vraie diff sur les 3050. Quand le DLSS sera activé sur les 1150, on pourra comparer. Ouais, c'est ça, Draxas. Mais bref, ça, c'est un truc qu'ils apportent. Et ils apportent une deuxième chose, c'est le NVIDIA Broadcast. En gros, l'objectif surtout, c'est de transformer ces ordinateurs en mini studio portables. Et ils le disent, hein, c'est des ultra portables studio pour les créateurs de contenu. Vous faites du green screen avec, vous faites des enregistrements,
Vous avez un truc qui limite justement le bruit derrière, qui permet de faire un flou, qui permet de faire tout un tas de trucs. Et ils le disent clairement, c'est vraiment fait pour de la prod. Un exemple, Intéressant ça. ouais, un exemple, il y a beaucoup de streamers qui jouent avec 2 PC. Vous avez un PC de jeu et un PC de stream. Merci pour le follow, Maxwell Galdino. Il y a un PC de stream et un PC de jeu. Si vous voulez un PC de stream qui prenne pas trop de place, qui dispose des effets RTX, comme bah voilà, par exemple le flou que j'ai derrière moi, c'est un effet RTX. Diminution de bruit sur le micro. Alors là, je ne l'ai pas activé Sur le volontairement. son, ouais. Et vous allez comprendre Ah, pourquoi. dommage. Ouais, mais c'est fait exprès. Parce qu'après, je teste un truc et j'ai besoin d'avoir le son. Ah oui. Donc, fatalement, voilà. Du coup, si vous voulez, en fait, bénéficier d'un PC, vous installez une carte de capture dessus. Et voilà, le genre de flou qui fait clignoter le micro de Cédric régulièrement. Ouais, exactement. Si vous voulez ça, en fait, c'est possible avec un ordinateur à 800 balles, en gros. Et l'autre intérêt, pour les gens qui font du machine learning et tout ça, vous avez en fait tous les corps de CUDA et compagnie, des processeurs RTX pour faire du machine learning sur des machines portables. Vous allez dire, ok, ça correspond à peu de gens et tout ça, mais vous allez voir sur quel PC ils les installent. Donc sur le Razer Blade 15, ok, le MSI GS76, ok, le Zephyrus M16, ok, mais surtout le Dell XPS 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter un XPS et dedans, plutôt que d'avoir une carte graphique toute pétée, vous avez une carte graphique qui dispose du RTX et du DLSS. Ça, c'est intéressant, effectivement. Là, on change de gamme, hein, quand même, là, au niveau des cartes. Et le studio d'enregistrement mobile, moi, je te suis dessus, effectivement. Hein, c'est ça le but. Pour mettre la carte d'acquisition et après, tu roules. Hein. Et c'est ça. Tu mets ta carte d'acquisition. Par exemple, moi, si... bon, là, j'ai mon M1 à côté. D'ailleurs, presque à un moment, je me suis dit, je vais stream avec ça. Mais j'ai mon M1. Je mets une carte d'acquisition, comme je fais tous les matins, en fait, pour le Before Work. Et je capture, en fait, une Apple TV. Bah là, au lieu de capturer l'Apple TV, je capture mon PC de jeu. Comme ça, mon PC de jeu, je peux faire tourner les jeux à fond. Il se contente de faire que ça. Et j'ai un PC portable qui s'occupe, lui, de faire le stream, de prendre la caméra, mon son de micro, etc. Et puis voilà, quoi. Tu vois ? Effectivement. Et ça, c'est, je pense, la petite alternative, et c'est ce qu'il propose. Il est aussi question de la gestion du NVIDIA Reflex pour réduire la latence dans les jeux compétitifs, mais surtout, les techno RTX, elles servent maintenant à OBS Studio, hein, mais à Autodesk et aussi Photoshop. Photoshop le prend en charge. Donc, c'est ça qui est top, c'est qu'il y a plein de logiciels maintenant qui commencent à prendre en charge les puces RTX et tout ça pour faire du redimensionnement, du traitement d'image, etc. Et pour ça, en fait, il faut le GPU qui va bien. Et là, c'est 3050. En gros, vous n'allez pas acheter ça pour jouer, mais vous allez l'acheter plutôt pour la production vidéo, pour ce genre de choses, ou pour le machine learning, et si vous avez besoin de ce type de processeur. Et en fait, c'est pour pallier à quoi? C'est pour pallier justement au fait que Intel est à la ramasse sur la partie machine learning, sur les i7, même sur les i5, même sur la 11e génération. Il y a un Spider qui dit à quand c'est techno sur l'Apple Silicon, mais en fait, ça y est déjà. C'est-à-dire que sur machine learning, il y a 16 cœurs exactement pour le machine learning dans les GPU M1. Donc voilà, en fait, ça y est déjà. Le seul truc, c'est qu'évidemment, il faudrait que Apple développe ou qu'un développeur tiers utilise cette techno-là pour faire ce détourage avec le flou, le machin, le truc. Mais ça pourrait fonctionner, en fait, déjà de base. En fait, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, le flou, quand vous prenez une photo avec votre iPhone, c'est le Neural Engine et c'est les corps ML, comme ils appellent, donc les corps Machine Learning, qui le génèrent, en fait. C'est pas le fait d'avoir 2 optiques machin, c'est vraiment, il fait un calcul maintenant sur cette génération d'iPhone 12 là, il fait ce calcul là avec les corps. C'est déjà un traitement temps réel. Donc il pourrait très bien intégrer ça sur un Mac ou avec même n'importe quelle caméra Logitech. On pourrait avoir cet effet de flou déjà sur un processeur Apple. Il faut juste que logiciellement quelqu'un se penche dessus, quoi. Voilà. Pour le développer, quoi. Exactement. Donc, face à la génération d'avant, de la 1650 Ti, fatalement, la RTX 3050 est carrément mieux, quoi. Donc, voilà, ça va servir. C'est vraiment fait pour de la production plus que pour le jeu, hein, finalement. Voilou. Et toi, tu vas nous parler justement, on parlait d'Apple il y a 2 secondes, tu vas nous parler des AirTags.
Et oui, Tu t'en les sers? AirTags, alors C'est c'est... bon? T'en as Alors, partout? eh bien, alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, j'en ai un juste devant, tu vois. Ouais, bon. Donc, j'essaie de remontrer l'AirTag, on va voir si ça refait planter ou pas. Non, non, c'est bon. Donc, donc, il est là, et le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de petits porte-clés qui vont avec. Je les ai commandés et j'ai toujours pas reçu, mais c'était pas les Apple, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est pas grave. Donc pour le coup, donc je m'en sers autrement, oui, on les met dans des poches ou des choses comme ça, ou dans des sacs. Et c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que pour moi, pour l'instant, il manque quand même des fonctionnalités pour être véritablement vraiment utile dans plusieurs cas de figure en tout cas. Ok, Mais ça, je vous en parlerai plus tard. ok. Là, en l'occurrence, je voulais juste qu'on se parle de la partie sécurité, puisque il y a déjà donc un Allemand qui s'appelle Thomas Roth, qui, en quelques dizaines de jours, a réussi à compromettre la sécurité de l'AirTag. Alors attention, il n'est pas allé hyper loin quand même, Non. mais il faut que vous sachiez que lorsqu'on va déclarer un AirTag comme étant perdu, on a la possibilité de lui donner un numéro de téléphone et marquer cet AirTag appartient à telle personne, et on donne un numéro, vous mettez celui que vous voulez pour pouvoir l'avoir. Et lorsque vous trouvez un AirTag, vous prenez votre téléphone et vous venez faire un bip sur l'AirTag et ça va venir dire ah tiens, cet AirTag appartient à un tel. Comment est-ce que ça marche? En fait, c'est parce que ça va lancer une URL qui va aller sur le site d'Apple et qui va faire le lien avec l'AirTag et va afficher la fiche de l'AirTag que vous avez renseigné. Et ce qu'a fait cet Allemand, mais il a réussi à faire en sorte que de changer l'URL Ouais, c'est qui ça. s'active avec le NFC. Et donc, par exemple, si vous prenez un Android et que vous venez faire un bip au-dessus de votre AirTag, au lieu de lancer le lien AirTag qui permet de savoir à qui est-ce qu'il appartient, donc d'avoir les informations pour pouvoir contacter le propriétaire, eh bien, ça va lancer le lien que vous souhaitez, y compris bien sûr un lien malicieux vers un site pour aller vous voler des données ou autre. Je pense qu'il n'y a pas énormément de cas d'usage là-dessus, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça montre que quand même, en à peine quelques dizaines de jours, eh bien, la sécurité s'est fait compromettre. Donc, il y aura sûrement une mise à jour qui arrivera pour Bien sûr. pouvoir contrebalancer ça. Mais c'est quand même inquiétant de se dire, bah, tiens, c'est la possibilité d'aller modifier l'URL. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait modifier d'autre dans ces petits AirTags-là? Donc, à suivre, en tout cas, à suivre comment va réagir Apple et s'ils ont bien prévu aussi la possibilité de pouvoir faire les mises à Ouais. jour comme ça à distance et d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, ce qu'on souhaite aussi tous pour les rendre encore plus utiles. Typiquement, hein, dans les fonctionnalités que j'attendrai, c'est de dire que dès que l'AirTag s'éloigne de toi, du moment où tu le dis dans une zone ou autre, hop, ça se met à alerter ton téléphone et tu reçois une notification, par exemple. Mhm. Et ça pourrait être super intéressant. Ok. Ah, j'ai perdu ton son. Ah, bon, j'avais fini. Ok, parfait. Parfait. Donc, à suivre. Et moi, je vais finir avec, sur les news avec une voiture, le Mercedes EQT. Hop, le voici, le voilà. Ça y est, t'as craqué? Tu l'as acheté? Voilà, je l'ai acheté, il est pas mal, hein, avec les poignées de porte façon Tesla qui rentrent, tout ça, les petites jantes bien sympathiques, l'intérieur un peu futuriste, tout ça. Oh que c'est laid, dit Draxas, ouais, ouais. Donc, il faut savoir que c'est donc le... On dit un corbillard moderne, non, non, non. C'est le véhicule en gros, de transport de la famille, entre guillemets, le moins cher de la gamme. Ça reste Mercedes. Donc, élégance, modernité et surtout intelligence artificielle. En fait, ils ont mis tout leur système là, qui s'appelle MBUX, qui permet d'apprendre du conducteur. Si vous avez des habitudes, quand vous rentrez, vous réglez toujours la même température, mettez toujours la même station, etc. Vous changez une ambiance lumineuse ou les réglages de votre fauteuil et tout ça. Il est capable de s'adapter à la personne qui conduit. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a évidemment le e-Mercedes pour parler à sa voiture et activer des trucs. Alors, l'extérieur comme ça paraît assez laid en termes de proportion. On dirait finalement un monospace à l'ancienne rebrandé Mercedes, tu vois. Mais en fait, Effectivement. pour une raison simple, c'est que c'est exactement la même base technique que le Kangoo de Renault. Non. Si.
Le Kangoo électrique de Renault, c'est exactement la même base technique. Du coup, Mercedes n'a pas communiqué sur... ouais, le côté noir et blanc à l'intérieur, c'est étrange. Ouais. Levier de vitesse, pas électrique. Si, derrière Bavarois, il y a un levier de vitesse, mais en fait, tu peux aller que de l'avant à l'arrière. Genre, c'est position parking, drive, marche arrière, tu vois. Donc, moi, c'est l'écran surtout central que je trouve un peu cheap, mais bon, why not. Le bleu plastique, ouais, mais vous savez, c'est peut-être pas la version finale. C'est des inserts en fait qui peuvent se changer. Donc, Ouais, ça, c'est possible. c'est incroyable. En fait, c'est vraiment la même base technique qu'un Kangoo. Oui. C'est vraiment la même base technique qu'un Kangoo, d'où aussi le design très utilitaire finalement. Hein. Et After Eight qui nous demande est-ce que le prochain ça sera basé sur le multiplat? Non. Donc l'idée c'est que surtout ça sert pourquoi pas au transport de personnes, tu sais, genre des Uber, tu vois. Ça peut Oui, fonctionner ça comme doit ça. être confortable parce qu'il y a de la place à Bah, l'arrière. Hein, en donc, fait, c'est un Kangoo de luxe, quoi, tu vois. ouais. C'est un Kangoo de luxe. Alors du coup, on se disait, c'est quoi l'autonomie? Parce que rien n'a été annoncé. Mais vu que c'est sur la base du Kangoo, en fait, on sait. Le Kangoo, c'est 45 kWh. Pour un truc de cette taille et de ce poids, ça fait à peu près 280 km d'autonomie, ce qui est pas beaucoup. C'est ridicule, ouais. C'est ça. C'est surprenant. C'est pas incroyable. Ils refont le coup du Citan. C'est exactement ça, Der Bavarois. Si vous cherchez le Mercedes Citan, vous verrez, hein, c'est exactement ça. Bon, sauf que là, il lui donne un petit look moderne parce qu'il est électrique. Donc, c'est le EQT. Voilà. Si vous avez besoin d'un utilitaire électrique, sachez qu'il existe. Le prix n'est pas encore annoncé, mais comme on le sait, le prix s'oublie. Enfin, utilitaire La qualité avec reste. 280 km d'autonomie, c'est pas possible. Enfin, si, il y a énormément de Kangoo ZE, par exemple, et tout ça, qu'utilisent des artisans, ou même le Nissan NV200, qui, pareil, fait à peine 200 km d'autonomie. Mais dans une journée, tu es artisan, tu vas sur un chantier. Imaginons, tu vois, je suis à Villeneuve et je vais sur un chantier à Isine. Dans la journée, je fais l'aller et le retour sans problème, tu vois. Ouais, effectivement. C'est vrai que moi, je parle toujours le principe que c'est des personnes qui se déplacent souvent, mais en tout cas, faut pas qu'il oublie de recharger la nuit, quoi. Ah, mais bien sûr. Mais moi, j'en vois pas mal, hein, honnêtement, des plombiers, des gens comme ça qui roulent en full électrique toute la journée. Et c'est pas du tout un hybride. Prenez l'original chez Renault, ce sera moins cher, dit Bavarois. Il y a de fortes chances. C'est pas bleu à l'intérieur, là. Et non, c'est ça. C'est pas bleu chelou. Je te l'accorde. Le bench, et c'est moi qui m'y colle. Ce soir, je vais vous parler de quoi? Alors, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne perso, vous allez dire, ah, c'est de la redite. En partie, mais je vais vous parler d'un truc avec lequel je joue déjà depuis maintenant quelques... ça fait plus d'une semaine, hein, largement même. Mon clavier. Et c'est la 169e émission, tout à fait, After Eight. C'est le numéro 169. Je vais vous parler du ROG Falcon, qui est un clavier Asus, qui a une particularité, c'est un clavier... c'est dingue, c'est la première fois que je suis cette chronique. Mais pas de souci, After Eight. Mais c'est de la redite, dit Ghost Dragon. Voilà. Et oui, Ghost. Oui, mais le produit est de qualité. Exactement. Mais je vois que tu fais un don quand j'en parle sur la chaîne sur Renegade, mais tu n'en fais pas quand j'en parle sur ma chaîne. Et ça, je suis très vexé, Ghost Dragon. Du coup, c'est un clavier mécanique que j'ai ici, RGB, fatalement, qui fait tout plein de trucs rigolos. C'est un 65%, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il est tout petit, vous voyez, versus un iPhone. Donc c'est un clavier qui est tout petit et qui dispose pas de pavé numérique, et les touches directionnelles sont ici. Voilà. Le but, c'est d'avoir le clavier le plus compact possible, quoi. Voilà. Epitech, ça va, ils ont de quoi vivre, dit After Eight. Bien sûr. Mais je parle pas sur la chaîne Epitech After Eight, je parle sur ma chaîne perso. Cédric Deluca, cherche bien sur Twitch. Existe en clavier Mac? Non, Liswarp, celui-ci n'existe pas en clavier Mac, mais il y en a d'autres qui existent en clavier Mac. Donc c'est des touches mécaniques Cherry MX Red. Il existe en version marron et d'autres, hein, Switch. Parce qu'en fait, les Switch font pas le même bruit, ont pas la même résistance quand vous appuyez dessus et tout ça. Alors moi, les Reds, c'était mes préférés, donc du coup, j'ai pris des Reds. Je vais l'éteindre, le clavier, pour pouvoir vous faire écouter le bruit que ça fait, du coup, quand on tape dessus. Tout le RTX off.
Là, je tape dessus comme un malade. Hein. Après, si je tape, voilà. Voilà. Ah tiens, ça me donne une idée. Au lieu de dire j'en ai une petite, je dirais c'est une 65%. C'est ça, Drax. Il existe en 60% aussi. Bon, bref, ASMR clavier, exactement, Dressiborg. Voilà, je vais le rallumer. Donc là, moi, le mien, il est dans les couleurs de tout mon habillage, etc. Mais vous pouvez le changer. Et vous avez tout un tas d'effets. Quand tu appuies sur une touche, ça fait un effet incroyable. Enfin, bref. Tu n'as plus le retour vidéo sur Discord. Tu me dis, jeune Bertrand, jeune entrepreneur. Je viens de le remettre. Ah, super. Décidément, il n'y a rien qui veut fonctionner ce soir. Voilà. Le prix aussi est bruyant. Ouais, exactement. Donc, c'est un 65% mécanique avec 68 touches. Du coup, le système AuraSync pour tout ça. Alors, il est AZERTY. Alors, je ne sais pas si ça va se voir parce que forcément, avec l'effet flou. Mais il est AZERTY, si ça se voit. Il est AZERTY. C'est hyper dur de trouver des mécaniques en 60-65% qui sont en AZERTY. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je l'ai pris. Hop, je vais en profiter pour vous montrer quelques images. Sur le côté gauche, vous avez deux choses. Une barre tactile de volume plus-moins. Donc, quand vous appuyez dessus, ça augmente. C'est vraiment sensitif. Donc, vous le touchez, ça monte ou ça baisse le son. Et vous avez une petite barrette que vous voyez qui est verte là. Une petite barre allongée. C'est le niveau de batterie. C'est pas du tout le niveau de son, c'est le niveau de batterie. Alors, quand vous montez le son, il y a une petite animation dessus, mais c'est votre niveau de batterie. Bon, RGB fatalement, donc vous pouvez y mettre les couleurs que vous souhaitez. Il est vraiment ultra compact. Hein. Et vous pouvez évidemment changer les keycaps, changer les touches. Donc si vous trouvez, il y a des touches rugueuses, il y a tout un tas de trucs, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. C'est plutôt sympa. On va parler d'autonomie, vous inquiétez pas. Donc si vous éteignez toutes les LED et vous l'utilisez sans les LED, c'est 450 heures. Voilà. Ce qui est plutôt cool. Avec les LED, eh ben, moi je l'ai chargé la semaine dernière. Donc vous voyez, la barre est devenue bleue. Là, je suis à peu près mid-life, comme on dit, en termes d'autonomie. Donc je l'ai chargé full la semaine dernière. Je l'utilise, il est tous les jours allumé. Des fois même, j'oublie de l'éteindre. Donc il vous tient. Là, il va tenir à peu près 2 semaines. Donc c'est plutôt correct, avec les LED allumés en permanence, avec un petit effet. Ouais, 2 semaines, je sais pas si vous regardez. Voilà. Parce que là, c'est plus que du rétroéclairage. Là, c'est plus que du rétro. Voilà. Et là, vous voyez, si je monte le son, la petite barre bleue, en fait, fait une petite animation blanche pour dire que je monte le son. Là, je le diminue. Voilà. Et quand j'arrive au max, ça s'allume en rouge en me disant hey, t'as atteint le niveau max du son, ça sert à rien d'essayer de monter plus. Tu vois? Je l'utilise combien d'heures par jour? Je dirais à peu près 4-5 heures, c'est qu'ils aillent. Peut-être plus des fois. Donc, c'est difficile à estimer. Sachant que là, tu vois, j'ai mis une animation, mais t'es pas obligé, quoi. Je rassure immédiatement le responsable de Cédric qui suit cette émission, il ne s'en sert pas pour travailler. Hein. Oui, c'est ça. Il a un autre ordinateur. Hein. Mais, ouais. Mais voyez, par exemple... 4-5 heures par jour. Vous voyez, par exemple, là, par exemple, il est complètement éteint, mais si j'appuie sur une touche, il y a une petite animation, une petite vague qui part depuis la touche sur laquelle j'appuyais. Voilà. Donc, c'est fun. Tu peux faire tout un tas de trucs, voilà. Donc 2 semaines de 5 heures, c'est pas mal. Oui, tout à fait, c'est qu'ils aillent. Il charge en USB-C. Vous avez un petit câble qui est livré avec. Vous voyez, ça se branche ici derrière. Et il charge vite. C'est-à-dire qu'en gros... je l'ai chargé, attendez, pour arriver à 100%, je pense que j'ai dû le charger pendant 40 minutes. Il fonctionne évidemment sans fil, puisque vous voyez là, je n'ai pas le branché. Il y a un petit espace aimanté pour le dongle ici derrière, donc là, il est branché avec le dongle. Mais il fonctionne avec les deux en même temps, c'est-à-dire que quand je le branche en câble, il continue à fonctionner, quoi. Voilà. Par contre, pour le télétravail, il faut le charger trop souvent. Mais tu peux aussi éliminer le RGB, hein, c'est qu'ils aillent. Tu vois, t'es pas obligé. Tu peux le désactiver, et pour le coup, il va beaucoup moins consommer à ce moment-là. Voilà. Les touches sont en PBT. C'est mieux que l'ABS parce qu'elles deviennent moins lisses, moins vite. Tu sais, il y a l'effet, tu sais, que les touches qui finissent par s'abîmer et devenir très lisses. L'ABS, c'est par exemple ce qu'il y a sur les Mac. Et souvent, la barre d'espace, si vous appuyez toujours du même côté de la barre d'espace, vous voyez un côté de la barre d'espace qui devient lisse.
sais pas si tu as déjà vu ça, Bertrand, mais Ouais, tout à voilà. fait, force à force de s'en servir. C'est ça. Et donc là, c'est du PBT. Justement, ça évite ce souci-là, sachant que vous pouvez de toute façon changer les keycaps si vous le souhaitez. Vous pouvez programmer jusqu'à 5 macros dessus. Il y a des petits... là, on le voit en fait sur la tranche, où on le voit un petit peu. Il y a un bouton lock, un bouton macro, les différents modes, styles, etc. Ce sont des touches de fonction que vous utilisez la touche de fonction pour les activer. Le lock, en fait, ça vous permet de bloquer la touche Windows quand vous jouez, pour éviter d'appuyer dessus. Ah ah. Donc les Cherry MX, comme je disais, qui sont plutôt très bons. Et vous avez ceci livré avec. Alors moi, je ne l'utilise pas, mais alors, il semble très épais, non, du Sekizai. Alors oui, fatalement, il est assez épais. Sekizai, pour une raison simple, c'est que bah, tu as toute la partie mécanique, quoi. Mais sur le bureau, ça va. Il existe des low profile chez Keychron, mais on fera un numéro spécial si vous voulez clavier mécanique, où on en parlera. Et donc là, en fait, vous avez livré avec un petit boîtier, entre guillemets, de transport et de protection. C'était pas une blague quand je disais une coque de protection? Ouais. En fait, c'est pour le prendre et le mettre dans ton sac, par exemple. Ah ouais, bien. Donc, tu peux. Comment tu actives les macros? En fait, tu appuies sur la touche FN et sur la touche Alt. Ça lance l'enregistrement de la macro. Tu tapes les touches et tu vois les touches qui restent clignotantes pour dire que tu as tapé dessus. Ensuite, tu refais un fonction macro pour arrêter. Et pour déclencher la macro, tu appuies sur la touche FN, donc fonction, et directement sur la touche sur laquelle tu as enregistré la macro. Donc là, par exemple, c'est les touches QSDFG qui ont 1, 2, 3, 4, 5 écrits sur la touche. Et du coup, tu le lances comme ça, quoi. Donc voilà, c'est pas mal. Et accessoirement, la petite coque de protection dans laquelle il y a écrit Rogue, et ça fait un petit truc un peu texturé. Vous pouvez aussi mettre votre clavier en fait à l'intérieur. Hop. Comme ça, en fait, bah, vous l'avez là. Vous avez toujours accès à la touche de volume sur le côté, toujours accès au connectique derrière, mais ça permet en fait tout simplement de garder l'ensemble joint, quoi. Voilà. Accessoirement, il y a toujours des petits patins antidérapants, même sur la coque. Donc, quand vous le posez sur le bureau, ça reste en place, quoi. Voilà. C'est plutôt hyper bien pensé. Vous pouvez le rehausser avec avec des petits pieds ici, des petits ergots. Voilà. Il y a Slow qui demande rapidement un lien affilié pour le clavier. Ah, on n'a pas de lien d'affiliation, c'est fini. On n'a plus de lien d'affiliation chez Amazon, chez nulle part. Donc, du coup, tu peux l'acheter sans souci. C'est pas des MX Key. J'ai 2 collègues qui l'ont acheté. Et vraiment, il me fait de l'œil. C'est des Cherry MX, hein, des MX Key sur celui-ci. La coque servira surtout à attraper les miettes quand tu manges devant l'ordi. Ouais, c'est ça. Mais bref, mécanique, RGB, honnêtement, il est top. RF, avec 1 milliseconde, en gros, ils disent de temps de réaction maximum. Donc, c'est ultra propre. Bref, moi, j'en suis hyper content. Alors, le prix s'oublie, la qualité reste. Si vous avez l'occasion d'en trouver un d'occasion, bah, go for it. Comme moi. Mais sinon, vous avez la possibilité de l'acheter. Et dans ce cas-là... Ah mince, j'ai appuyé sur macro pour enregistrer une macro. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Là, par exemple, j'ai lock la touche Windows et du coup, en haut, j'ai un petit voyant qui s'allume blanc, je sais pas trop si on le voit, mais qui me dit que la touche est lock. Donc, je peux plus appuyer dessus. Voilà. Et le Asus ROG Falcon, 169 €. Neuf. Mais de temps en temps, vous le trouvez à 150, 159. C'est le genre de clavier qui sera soldé, je pense. Pour les Prime Day, ce genre de trucs, donc voilà. Ouais, mais aussi dans les produits de reconditionnel Amazon, il y a souvent des bonnes affaires aussi là-dedans. Exactement. Donc plutôt top. Franchement, je suis hyper content du clavier. Sur le site de Asus, vous pouvez trouver des keycaps de remplacement si vous souhaitez pour personnaliser votre clavier, mais il est compatible avec les claviers, enfin avec les keycaps Cherry MX, donc vous pouvez y aller. Il y a juste 2 touches qui sont pas standards, c'est la barre d'espace et la touche d'entrée. C'est les 2 seules touches qui ont un souci d'alignement parce qu'ils ont rajouté 2 ergots supplémentaires sur les côtés pour maintenir la touche droite.
Et du coup, ils sont légèrement décalés. J'ai vu qu'il y avait un YouTuber qui avait démonté le clavier entièrement, qui avait essayé de remplacer la barre d'espace. Et je crois qu'ils sont légèrement décalés. Du coup, c'est un peu chiant si vous comptiez changer la barre d'espace et la touche entrée. Voilou. À vérifier l'info. Je vous avoue que il y a juste un tout petit décalage. Mais il est probable qu'il y ait des touches pour les c'est les Cherry MX de chez Asus ROG, quoi. Voilà. En tout cas, sympa. Et dans un setup avec tout qui est assorti, hein, par exemple, toi, tu avais un effet de vague là, dont tu parlais de lumière, C'est par ça. exemple, et qui se propageait de ton clavier jusqu'à ton ordi. Enfin, voilà, si tu veux rentrer en tout cas dans la partie RGB, tu as vraiment matière à faire de belles choses. Et il respire quand même la qualité pour l'avoir C'est ça. vu rapidement. Et Slow me demande, est-ce que tu as levé les touches? Non, je ne les ai pas levées. Alors les lever, c'est les graisser. Vous pouvez enlever les keycaps, mettre de la graisse dans chaque truc. Je l'ai pas fait parce que honnêtement là, il fait pas trop de bruit, il queen pas. Enfin, il est vraiment bien, quoi. Voilà. Le seul souci aussi, hein, c'est que si vous avez choisi un Cherry MX rouge, donc vous pouvez pas passer sur du marron après. C'est-à-dire qu'ils sont pas hot swappable, vous pouvez pas virer complètement le truc, quoi. Mais voilà, c'est tout. En tout cas, ultra propre. Ce clavier. Enfin, moi, j'en suis hyper content. Voilà. J'ai terminé avec mon test. Et sur ce, du coup, on quitte cette rubrique incroyable. Pour conclure, merci à toi, Bertrand, d'avoir co-animé avec moi cette émission. Avec plaisir, c'était pas sans peine, mais c'est ça, on a c'était pas réussi sans à la peine, mais faire. on a réussi. Prochain épisode, on sait pas quand, mais bientôt. Tu vas peut-être faire la Fresh Tech entre, je sais pas ce qui est prévu. Ouais, tout à fait, d'ici la fin du mois, en tout cas, la Fresh Tech. D'accord. Et on va peut-être essayer d'innover sur le créneau horaire, ça serait peut-être entre midi et 2, soyons Ok, fous. histoire de tester. Moi, ça sera pas du coup la semaine prochaine le beat, ça c'est sûr, puisque je serai en vacances. Voilà. Joli RGB derrière Bertrand, je découvre, nous dit Draxa, c'est ouais, hein, t'imagines, il est en train C'est en train de se mettre à jour. de se mettre à jour gentiment. Moi, je pense que je vais tricher, je vais en rajouter derrière l'écran de Shag, mais il sera toujours éteint. Et je l'allumerai uniquement quand je stream et quand elle est pas là. Tu vois? Ou sinon, tu lui offres en cadeau et tu lui dis tiens, non, je elle est t'ai acheté un anti-RGB. Non, elle est anti-RGB, je ne peux pas faire ça. sûr. Bref, si t'es en vacances, pas de Google I.O. Écoute, HD Loga, j'étais en pleine réflexion tout à l'heure. Il est possible que je fasse une Google I.O., mais du coup un peu dégradée parce que je serai pas avec mon setup habituel, quoi. Voilà. Merci à toi, Bertrand. Et merci à vous, public. Et on se donne rendez-vous bientôt. Ciao. Prochain numéro. Salut.